Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je continue un peu d'explorer Stone Top avec vous. Et cette fois-ci, on va parler des playbooks. Donc, dans la première vidéo, on avait parlé de la session 0 et des moves spécifiques au jeu Stone Top, qui est un jeu powered by the Apocalypse, dans lequel les joueurs incarnent des héros du village de Stone Top, un petit village dans un monde de fantasy un peu âge de fer. Dans la deuxième vidéo, je vous avais parlé du monde de Stone Top qui est incroyable. Je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est un livre de 600 pages qui nous est proposé avec Stone Top, avec des tonnes et des tonnes d'idées sur le monde de Stone Top, des tonnes d'accroches, d'outils pour vous aider à improviser ou à préparer les aventures que vous allez proposer à vos personnages. Et dans cette vidéo, ce qu'on va regarder, c'est les playbooks qui sont un des trucs qu'on retrouve souvent dans les jeux Powered by the Apocalypse. Les playbooks qui, entre gros guillemets, sont les classes de personnages qu'on peut choisir, mais pas vraiment. Vous allez voir pourquoi, on va aller regarder à quoi ça ressemble. Et ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai joué ma session 0 et que mes joueurs ont créé leurs 3 personnages, et ben les playbooks auxquels on va s'intéresser, ça va être ceux de ces 3 personnages. Comme ça va être l'occasion pour moi d'y rejeter un œil, mêlant ainsi l'utile à l'agréable. Je vous propose là, maintenant, tout de suite, de liker la vidéo, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et on est parti. Donc voilà le Holber Rodeo sur lequel on joue ma campagne de Stone Top. Enfin, sur lequel on va jouer la campagne de Stone Top. Là, il y a la session 0 qui a été faite. Voilà, moi, je l'ai organisé un petit peu, vous voyez, avec les trucs en rapport avec le village ici. Tout ça, c'est un peu le village. Donc là, on a la carte du village, les ressources dont il dispose, ses stats, les projets qui pourront être faits pour construire à Stone Top, améliorer le village. Grâce à notre session 0, on a commencé à établir pas mal de petits PNJ de Stone Top. On a également des PNJ des environs. On a commencé à remplir un petit peu la carte du monde et des environs de Stone Top. Donc tout ça, c'est des étapes un petit peu de la session 0. Alors, en soi, compléter la carte, pas vraiment. C'est plutôt qu'on a traduit en français à notre manière les différentes communautés qui sont aux alentours de Stone Top à mesure que je présentais le jeu. Donc du coup, Stone Top, c'est devenu Haute-Pierre. Ici, c'est pour foutre plein d'idées, des têtes de PNJ. Il y aura sûrement une méga mind map qui va se faire au fur et à mesure. Et ici, on a nos personnages, avec chacun leur playbook. Donc mes joueurs ont choisi de jouer le Seeker, qui est un peu une sorte de chercheur des arcanes anciennes, etc. Donc un peu orienté magie, recherche, exploration, réussir à utiliser d'anciens artefacts. On voit d'ailleurs qu'il a déjà pas mal d'aides de jeu un peu supplémentaires parce qu'il commence la partie avec des artefacts, vu qu'il a choisi le Seeker. On a le Marshal, donc qui est un peu le chef de la milice de Stone Top. Et on peut le voir dès le départ, par exemple, le Marshal il commence avec une bande de combattants qui répondent à ses ordres. C'est un peu ses lieutenants, on va dire. Et le dernier, c'est le juge. Donc le juge qui est une sorte de prêtre de la civilisation, de la déesse Aratis, qui est là pour faire en sorte que la civilisation tienne bon face au chaos. C'est ça les 3 playbooks qui ont été choisis. Et en fait, chacun de ces playbooks vous propose plein de choix différents. C'est pour ça que c'est pas exactement un système de classe, sous-classe, je sais pas quoi. C'est vraiment plus qui est votre personnage, quel genre de personnage vous allez jouer. C'est ça que vous allez choisir avec votre playbook. Ça vous donne pas seulement en fait des outils comme pourrait le faire une classe. Alors, vous allez me dire, une classe dans n'importe quel jeu n'apporte pas que des outils. Elle amène aussi généralement des sortes de tropes avec elle. C'est pour ça que c'est assez proche. Et dans Stone Top, on va dire que votre personnage se crée moins en faisant une combinaison, par exemple, classe, origine, etc., etc., où vous placez par plein d'étapes comme ça. En fait, chaque classe contient en elle-même, enfin, chaque playbook, pardon, contient en lui-même toutes les étapes que vous allez devoir faire pour créer votre personnage. C'est pour ça que comme ça paraît énorme, genre en termes de fiches de personnage, alors qu'en réalité, en fait, là, il y a toutes les informations dont aura besoin le personnage pour toute la campagne, d'une certaine façon. C'est comme si vous aviez les informations de votre classe dans Donjons et Dragons, avec tous les trucs que vous pouvez choisir à vos montées de niveau, etc., qui étaient directement sur votre fiche de personnage plutôt que dans le livre. Donc vous voyez que là, il y a plein d'options qui ne sont pas cochées, qui ne vont pas servir pour le moment, et c'est à mesure que le personnage va progresser qu'il va pouvoir prendre, entre guillemets, des nouvelles choses dans son playbook. Bon là, la résolution n'est pas ouf, parce que j'ai importé au format JPEG sur le Holber, donc on va aller dans le livre pour continuer. Donc on va commencer avec... On va aller dans l'ordre alphabétique. On va commencer avec le juge. Donc voilà un petit peu la structure du playbook du juge. Donc le juge, d'abord, vous voyez, pour son playbook, on va avoir une description sommaire
du trope. Alors le juge. Regardez cette petite ville, cette petite flamme de bougie au milieu des ténèbres. Son existence même est un acte de courage et de foi. Aratis vous a chargé de la protéger, de résoudre les disputes, d'archiver ses histoires, de la défendre des ténèbres et de la ruine. Prenez votre marteau, juge. Cette ville a besoin de vous. Donc ça dit déjà un peu, ça nous envoie dans le type de personnage qu'on va être. C'est Sigmar. Bon, j'abuse un petit peu, puisqu'en fait, il y a plein de manières de nuancer le juge. En fait, le juge, c'est ce concept de personnage qui veut défendre la civilisation, mais la manière dont il va le faire, quels sont vraiment les ordres d'Aratis, tout ça, on va le gérer de manière très subjective autour du juge qui va pouvoir répondre à des questions sur Aratis, mais qui en soi ne sont pas forcément objectives. Donc le joueur qui choisit de jouer le juge va avoir son mot à dire sur qu'est-ce que c'est que être un juge d'Aratis, et surtout qu'est-ce que c'est pour lui d'être un juge d'Aratis au sein de Stone Top. C'est-à-dire que d'autres PNJ, d'autres gens ailleurs, pour avoir d'autres visions, lui-même n'est pas particulièrement informé sur l'histoire précise d'Aratis, il a sa propre version, etc. Et donc, c'est lui qui va porter en partie ce thème, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de définition précise de ce qu'est Aratis, en dehors du fait que c'est une déesse de la civilisation. Donc la première chose qu'il va devoir faire dans son background, le joueur, dans son playbook, c'est de choisir un background. Donc il en choisit un parmi 3. Donc il faut choisir le background Legacy. Donc vous êtes le dernier d'une longue ligne de juges. Né ici, apprenti du juge précédent et chargé de faire passer le manteau. L'archive est un riche recueil d'histoires, mais il n'y a pas d'index. Donc bonne chance pour y trouver quoi que ce soit. Donc là, on s'inscrit plutôt dans un rôle de juge qui est une tradition de Stone Top qui se passe de maître à apprenti. Alors qu'on peut choisir le missionnaire. Dans ce cas-là, vous faites partie d'un grand ordre de juges envoyés ici pour protéger Stone Top, enfin pour protéger la flamme de la civilisation. Les archives sont relativement récentes, votre position en ville est loin d'être certaine. Ajoutez des juges dans les villages voisins, donc Marsh Edge, Gordonsdelve, qui sont à chaque fois des villages qui sont sur la carte du bac à sable Stone Top. Donc le joueur choisit dans quelle autre ville en fait il y a des juges. Il va jouer plus autour des relations. Et après il peut choisir d'être un prophète, donc c'est la lignée des juges a été brisée il y a longtemps. Les archives sont tombées en ruine. Aratis vous a personnellement appelé à son service à travers des rêves, des signes, des visions. Certains en ville repoussent cette autorité que vous assumez. Et à chaque fois, en fait, avec ce background, on va avoir un truc mécanique. Donc moi, mon joueur, il a choisi, par exemple, le missionnaire, vous voyez. Donc du coup, il a choisi qu'il y aurait un juge, un collègue, en gros, qui vivrait à bord du marais, un autre à la fosse de Gordin. Il a choisi aussi qu'il y en aurait un qui viendrait de Lygos et un autre qui viendrait qui aurait intégré le peuple des collines. Et du coup, quand il appelle ces autres juges pour de l'aide ou des informations, ils sont assermentés, entre guillemets, contraints par leur serment de l'aider, et c'est réciproque. Si jamais un de ces juges venait lui demander de l'aide, alors il est attendu qu'il réponde. Du coup, il commence tout de suite avec un pigeonnier, plutôt un aviary, c'est... comment traduire ça ? En gros, il y a des oiseaux entraînés pour porter des messages dès le départ, ce personnage, pour pouvoir contacter les autres juges. S'il avait choisi, par exemple, d'être plutôt dans le trope du prophète, alors il aurait un truc qui dit « Quand vous passez un certain temps à communier avec Aratis et à lui poser des questions à propos d'une menace qui pèse sur Stone Top et sur la civilisation, alors Aratis vous proposera une voie à suivre. Elle vous conseillera dans vos rêves et tout. Et du coup, vous aurez des bonus pour les actions que vous entreprendrez pour poursuivre la voie d'Aratis. Donc, vous voyez, en fonction du choix, on n'a pas la même chose. Donc lui, il a choisi le missionnaire, par exemple. Ensuite, un truc qu'il va devoir choisir, c'est un instinct. Donc un instinct, c'est un peu une sorte de gros trait de caractère, un truc qui poursuit, quoi. En cas de doute, le joueur peut poursuivre cet instinct. Et à la fin de la session, s'il a poursuivi cet instinct, il peut gagner de l'XP. Il peut changer d'instinct d'une session à une autre, il n'y a pas de souci pour ça. Ça lui donne une sorte de ligne directrice. Par exemple, là, vous voyez, c'est que des trucs en rapport avec le juge. Donc, par exemple, l'ambition, accroître mon statut et mon influence, une forme de stoïcisme, le fait de s'éloigner des passions, de repousser les émotions et les sentiments, ou bien d'harmonie, de chercher un chemin qui va rendre tout le monde content, heureux. L'orthodoxie qui va être le fait de strictement adhérer à des règles, des traditions, ou le zèle, c'est-à-dire juger rapidement et sans aucun doute, par exemple. Donc c'est une manière de jouer son personnage. Ensuite, il va choisir une apparence. Pareil, c'est des propositions qui sont spécifiques à son playbook. Ensuite, il va choisir une origine. Donc là, pour tous les playbooks, il y a la possibilité
d'être originaire de Stone Top ou d'un autre endroit. Et on a à chaque fois des noms différents, et des noms différents par playbook. Donc on a vraiment énormément de noms différents, ça c'est un truc qui est pas mal dans Stone Top, que ce soit sur les fiches de personnages, dans les livres, dans chaque ville et tout, pour que ce soit très facile à tout moment de trouver un nom qui colle bien, parce qu'il y a une sorte de cohérence dans les noms, les sonorités qui ont été prises et tout, donc ça c'est vraiment très très chouette. Et si vous, par contre, un truc qui est important dans Stone Top spécifiquement, c'est que même si vous choisissez par exemple de venir de la fosse de Gordin, de Bord du Marais, de Barrière Passe, la passe de la barrière, le col de la barrière, je sais pas trop, de Ligos, peu importe, la proposition globale de Stone Top est que votre personnage est un héros de Stone Top. C'est-à-dire que même si vous êtes un étranger qui est arrivé il y a pas longtemps, vous devrez trouver une raison de tenir à Stone Top, de vouloir aider le village, etc. etc. Ensuite, le joueur passe sur une partie plus mécanique ici, même s'il y avait une mécanique liée au background. Il va devoir répartir ses stats, donc plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, plus 0, moins 1, parmi force, dextérité et tutti quanti. Il a, vous voyez, des dégâts qui dépendent de sa classe. Ça ne dépend pas de son équipement. Donc, par exemple, le juge, il fait D6 de dégâts quand la fiction lui permet d'infliger des dégâts, quoi qu'il arrive. Alors, il peut y avoir des moments où il a l'avantage, etc. Mais les dégâts sont pas liés... les dégâts sont influencés par les armes, mais il n'y a pas un dé de dégâts par arme, il y a un dé de dégâts par classe. Pareil, les points de vie maximum... et j'ai encore dit classe au lieu de playbook, décidément. Les points de vie maximum sont fixés pour chaque playbook et ils n'évoluent pas au fur et à mesure de la campagne. L'armure, ça dépend de l'équipement. Ensuite, on a l'XP, le niveau. Mais en gros, voilà, ce qui est important, c'est que les playbooks déterminent vos dégâts et vos points de vie max, et ça ne changera pas en fonction des pures circonstances. On va dire qu'en gros, quand vous vous battez, vous faites ces dégâts-là, que ce soit à distance ou au corps à corps. Ensuite, vous choisissez des moves, alors il y en a avec lesquels vous commencez automatiquement, donc vous voyez même ici, il est coché de base, et puis on vous propose d'en prendre d'autres. Et donc là, c'est tous des moves qui vont être spécifiques à votre personnage. C'est un peu comme si vous aviez une capacité spéciale dans n'importe quel autre jeu de rôle. C'est-à-dire que vous êtes soumis aux moves classiques, avec leurs déclencheurs, etc., qui sont communs à tout le monde. Vous pouvez, à un moment donné, être amené à faire les moves de Stone Top, du village, etc. Par contre, vous êtes le seul, a priori, vu que vous avez être le seul à avoir votre playbook, à utiliser les moves liés à votre playbook. Donc pour l'instant, je continue de faire un peu le tour des playbooks, ensuite on regardera les 3 que mes joueurs ont choisis pour regarder un peu plus dans les détails et s'exciter un petit peu. Mais voilà, parmi tous ces moves, il peut y avoir des moves qui soit ont des triggers, soit sont juste des modifications d'autres moves. Enfin, c'est vraiment des petites règles spéciales spécifiques à votre perso, quoi. L'avantage, c'est qu'elles sont toutes sur votre fiche, elles ne sont pas dans le livre, vous n'avez pas besoin de les écrire, la règle est devant vous en tout temps. Vous choisissez aussi des possessions spéciales. Donc ça, ce sont des objets avec lesquels vous commencez, tout simplement. Donc de base, le juge commence avec un symbole d'autorité. Il en choisit un. Par exemple, ça peut être un marteau de fer noir, immunisé à la magie, qui s'utilise à courte portée, qui a de la force, qui est un peu déséquilibré, et qui fait plus 1 de dégâts, vous voyez. Donc en fait, quand je disais que les armes impactent les dégâts, elles peuvent augmenter les dégâts, mais c'est pas elles qui servent de base au calcul des dégâts, ça c'est votre playbook qui sert à ça. Il peut choisir aussi un bouclier en verre des façonneurs, donc là c'est vraiment une sorte de... avec le symbole d'Aratis dessus, donc un bouclier en verre fabriqué par un peuple ancien, il y a beaucoup de propositions très stylées. Puis après il peut y avoir des trucs un petit peu plus terre à terre, genre vous avez une forge, vous avez... des outils d'ingénieur, de charpenterie, des outils de script. On va dire des trucs un peu spécialisés que tout un chacun n'a pas chez lui à Stone Top. Voilà, vous choisissez vos moves et tout. Et la dernière partie, du coup, de chaque playbook, ça va être une partie un peu sur le lore et sur comment introduire votre personnage. Donc vous avez un rappel, vous voyez, de la procédure qu'on suit en session 0 pour votre personnage. Du genre, étape 1, présentez votre personnage. Étape 2, décrivez un peu votre équipement, etc. Étape 3, décrivez les archives de Stone Top. Et les archives, vous voyez, c'est sur la partie de gauche, ici, que on a des questions qui sont posées sur les archives, puisque comme c'est nous, le juge, c'est nous qui sommes liés aux archives, qui est un endroit spécifique de Stone Top, donc c'est nous qui allons répondre à des questions sur à quoi ressemblent les archives de Stone Top au début. Puis ensuite, il y a
Voilà, ça c'est un rappel des différentes questions qu'on peut se poser à des PNJ et tout, genre qui est votre époux, lover, avez-vous un apprenti, qui sont les anciens les plus sages, etc., etc. En gros, un rappel de la procédure pour faire la session 0. Et donc du coup, vous avez, vous voyez, tout un truc pour créer The Chronicle, puisque vous êtes le juge. Et chaque playbook a son propre truc comme ça. Par exemple, ici notre juge est chargé de maintenir les archives, une histoire de la communauté, de ses gens, de ses connaissances, de ses traditions. La nature du savoir contenu à travers des archives dépend de votre background. Mais il s'agit plus que d'un simple livre, c'est un lieu physique décidé de sa structure physique. Donc du coup, vu que notre joueur qui s'appelle Kerwin a choisi de prendre le missionnaire, il doit protéger la flamme de la civilisation, il est relativement nouveau, donc il a on voit qu'il a un truc un petit peu plus qui nous renvoie à des tropes enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, qui nous renvoie à des tropes qui font penser aux maîtres un peu, vous voyez l'ordre des maîtres avec les oiseaux qui s'envoient des oiseaux dans Game of Thrones et tout, de recueillir la connaissance, mais aussi de maintenir le lien entre les villages en fait, de la région, etc. Bon après nous dans notre session 0, le joueur a dit qu'il était parti à Lygos pour recevoir les enseignements d'Aratis. Donc on voit qu'il va peut-être y avoir une menace. Il y a un front possible. Est-ce qu'il sera développé ou pas? Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'on va aller? On ne sait pas. Mais notre session 0 nous a fait montrer qu'en fait, cette éducation qu'il a reçue d'Aratis, il a reçu à Lygos, qui sont les cités du sud lointains, genre à un mois, des cités beaucoup plus avancées. Et donc on se dit que peut-être il arrive dans une sorte de... sans même le savoir potentiellement, peut-être à son dépens, peut-être il va se trouver dans une position de premier pion colonial envoyé par Lygos, vous voyez. C'est une possibilité. Mais en même temps, il est natif de Haute-Pierre, donc il a été éduqué à Lygos, mais il vient de Haute-Pierre. Donc il va y avoir peut-être cette tension entre mon lieu de naissance, d'où j'ai été arraché, j'ai reçu une éducation lointaine et je reviens. Il va y avoir peut-être des tensions avec aussi les autres jeunes juges qui ont été envoyés avec lui. Enfin, ça va être voilà. C'est pas un script tout fait, vous voyez, votre playbook, vu qu'il y a des questions, qu'il y a des interactions, que le MJ choisit aussi des questions qu'il vous pose, hein. Que les joueurs aussi autour de vous peuvent vous poser des questions, vous donner des pistes. Vous allez virtuellement jamais vous retrouver avec le même juge au départ. Aratis sera pas tout à fait la même à chaque campagne, même si le présupposé d'une déesse de la civilisation, lui, va probablement se trouver dans toutes les campagnes si on suit la procédure. Donc là, vous voyez, il va choisir, je reviens un peu à mes moutons, les caractéristiques de son archive. Donc, par exemple, c'est une ancienne archive du temps des façonneurs, enfin d'anciens bâtiments qui précèdent Stone Top, ou bien elle est cachée sous terre, ou bien il y a une seule entrée protégée magiquement. Il peut y avoir différentes choses comme ça, et ça va jouer dans le positionnement fictionnel. Vous voyez, c'est pas la même chose d'avoir une archive souterraine où on se dit si ça tombe. En fait, par exemple, si on prend, vous voyez, archive souterraine plus énormément de place pour grandir, on peut imaginer qu'en fait, il y a un labyrinthe sous la terre, sous Stone Top, du coup, potentiellement un donjon, en fait, ou une menace qui pourrait venir du dessous des archives. Si on décide qu'elle est protégée magiquement et tout, ça en fait une sorte d'endroit où on peut se réfugier quand il y a des problèmes. Ça donne une sorte de pouvoir supplémentaire au juge. Il a sa sorte de repère impénétrable, etc. Et ensuite, on lui choisit aussi des défauts. Et on choisit aussi à quoi va ressembler le sanctuaire d'Aratis, qui n'est pas à l'archive. C'est pas pareil. Il y a en fait, dans Stone Top de base, il y a un pavillon des dieux, qui est un endroit où il y a 4 petits sanctuaires pour les 4 petits dieux, enfin les 4 dieux vénérés à Stone Top. Et là, on va parler de est-ce que le sanctuaire est bien entretenu, etc., etc. Donc, on va ajouter des détails sur finalement la dévotion, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de double trope dans le juge. Il y a à la fois une divinité, donc une sorte de révérence envers une entité supérieure, mais aussi un rôle d'archiviste. Et ce sont deux choses qui aussi peuvent créer des conflits finalement en interne, quoi. Est-ce qu'on est là pour obéir à une divinité très présente? Est-ce que c'est plus une sorte de vue de l'esprit, une sorte de... On ne sait pas. Et le juge lui-même ne sait pas forcément. Ça dépend de comment on répond aux questions et tout. Donc maintenant que vous avez vu la structure globalement d'un playbook, on va regarder plus précisément les moves
des playbooks, moi ça me permet de voir un petit peu où est-ce que ça peut aller. Donc pour le juge, il commence avec archiviste ou chroniqueur de Stone Top. J'arrête pas de dire archive parce que je trouve que un bâtiment qui s'appelle la chronique, c'est étrange. J'ai plus de facilité à l'appeler l'archive. Mais en vrai, c'est chroniqueur ici. Donc de base, chroniqueur de Stone Top, ça fait que quand vous notez des notes de session détaillées et les partagez avec les autres joueurs, gardez +1 de diligence. Vous pouvez dépenser 1 de diligence à n'importe quel moment pour ajouter +1 à un jet que vous ou l'un de vos partenaires a fait. Ça, je trouve que c'est marrant. C'est un peu méta, parce que le +1, vous pouvez le donner à n'importe quelle action, c'est pas précisé. Mais je trouve que c'est super cool, même en méta, de se dire j'ai décidé de jouer de juge, j'ai décidé de gérer les archives, donc je vais prendre des bonnes notes. Ça va être un peu mon rôle dans le groupe. C'est trop bien parce que ça, vous devenez de fait dans une sorte de synesthésie, l'archiviste qui doit prendre les notes et donc vous aidez votre groupe de joueurs avec vos notes, mais ça colle au thème de votre personnage, donc ça c'est excellent. Bon, après, si le joueur prend pas de notes, bah, il a juste perdu un move, quoi. Après, il a censure de base. Donc censure, ça fait que quand vous dénoncez pour la première fois un individu en votre présence comme un agent du chaos ou de l'anathème de la civilisation, ils choisissent une chose au choix. Soit ils sont honteux et ils agissent en conséquence, soit ils sont pris de doute, hésitent et freeze, quoi. Soit ils sont effrayés et essayent de fuir, soit il est enragé, sort 2 secondes de manière prévisible. Le prochain jet lié à un move qui est à l'encontre de son action est avantagé. Donc, en gros, vous pouvez dénoncer quelqu'un dans le village, que ce soit un PJ ou un PNJ d'ailleurs, et c'est ce PJ ou bien le MJ pour ce PNJ qui va choisir une des réactions dans cette liste. Donc c'est vachement intéressant, et ça vous pose vraiment comme un juge, hein, pour le coup. Ça marche direct. Donc ça, vous voyez, c'est un trigger, c'est-à-dire qu'en fait, on raconte l'histoire. À un moment, le joueur pointe du doigt quelqu'un, il fait « Vous êtes un représentant de l'anathème !» Il fait son discours et je sais pas quoi, et à ce moment-là, ce truc s'active. C'est pas « je clique sur censure », c'est pas « je dis je le dénonce comme un agent du chaos », je clique sur censure et il doit faire ce truc-là. Vous voyez ? Ensuite, il peut choisir 2 autres trucs. Et donc là, vous voyez, il y a certains moves, ils n'ont pas de conditions, donc on peut les choisir direct. Il y en a d'autres, il me semble, qui ont des conditions. Donc ils sont plutôt pour le plus late game. Par exemple, nécessite le niveau 6 et d'avoir déjà un autre move, tout ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que, par exemple, ici, on a un move qui s'appelle Condamné, qui nécessite d'être niveau 6 et qui nécessite d'avoir censure. Et on pourrait se dire, mais c'est débile, puisque censure, on l'a automatiquement. Mais en fait, c'est parce qu'il y a dans certains playbooks, en fait, on peut choisir une option qui fait qu'on peut prendre un move d'un autre playbook. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut prendre une option du playbook du juge, il ne faudra pas prendre condamné sans avoir pris censure, là où le juge a automatiquement censure, quoi. Alors on a quoi d'autre ? On a Aegis of Face. Quand vous portez un bouclier, il peut repousser les sorts, les effets magiques et les attaques éthérées comme si c'était des coups physiques. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas en soi un trigger en mode à ce moment-là, comme tu fais ça, on applique le move. C'est plus une sorte de passif, entre guillemets, mais c'est quand même un move. En fait, notre unité de mécanique, c'est le move. Donc ça s'appelle un move, quand même. Et donc c'est juste que notre bouclier peut bloquer les sortilèges, les trucs immatériels, quoi. Armored, quand vous portez un bouclier, marquez 1 de charge au lieu de 2 de charge, et vous pouvez aussi ignorer le tag encombrant de toutes les armures que vous portez. Alors, si vous prenez ce move au début de la partie, de la campagne, quoi, vous gagnez des équipements supplémentaires. Ah, donc ça, c'est quand même assez tentant de prendre ça, puisqu'il y a un truc qui se fait que si on le fait au début de la partie. Donc on pourrait prendre un aubert en fer, une cuirasse en bronze, un manteau d'écaille, ok. Bear witness. Quand vous dites la vérité avec conviction, personne ne peut douter de vous. Ils peuvent nier que vous dites la vérité, mais au fond de leur cœur, ils savent reconnaître la vérité. Donc c'est quand vous dites vraiment la vérité, c'est-à-dire que when you speak the truth, c'est pas vous dites votre comment dire, c'est pas quand vous faites genre d'être convaincu, c'est quand vous-même vous croyez à ce que vous dites, c'est la vérité pour vous, vous le dites avec conviction, alors la personne en face de vous ne peut pas croire que vous mentez. Elle peut faire genre qu'elle croit que vous mentez, etc. Mais au fond, elle sait. Et donc ça, dans la fiction, ça veut dire quelque chose. Donc on voit qu'un juge, je sais pas, qui arrive dans une communauté, dans un autre village que Stone Top, et qui arrive, j'en sais rien, avec ses prétentions et tout, et en sachant qu'il est là pour dire la vérité,
il peut avoir un poids énorme, une influence énorme sur l'endroit où il arrive, quoi. Rompre le pain. Quand vous partagez un vrai repas avec quelqu'un et que chacun de vous mange à sa faim, alors vous gagnez plus de points de vie. Donc ça, c'est... tu fais gagner plus de points de vie à tes camarades quand vous mangez ensemble et tout. Bulwark. Quand vous vous protégez, vous gagnez plus 1 de readiness. Ok, donc c'est juste un petit buff. Castigate. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, vous voyez, on voit, c'est une évolution de censure. Donc c'est un truc, on peut le prendre au niveau 2. Quand vous utilisez censure sur quelqu'un, votre voix lui inflige 1 des 4 de dégâts. Ok. Par sa simple voix, il peut, entre guillemets, faire des dégâts aux hérétiques, quoi. C'est vraiment un perso de Warhammer. For the greater good. Après, encore une fois, ça, il est pas... en fonction des moves que votre joueur va choisir, ça va pas donner le même juge non plus. Hein. Vous vous en rendez bien compte. Ça, c'est pas tous les trucs qu'il va débloquer au fil du jeu. Enfin, peut-être que votre campagne va durer hyper longtemps et que vous allez débloquer tous les moves, mais en réalité, les moves vont aussi participer à montrer quel genre de juge vous êtes dans le monde de Stone Top. C'est-à-dire que si vous avez un bouclier de lumière, que votre simple voix peut faire des dégâts, repousser les hérétiques et les choses du dessous, etc., c'est pas exactement pareil que si vous prenez, par exemple, le savoir est un pouvoir, rompre le pain, etc., où là, d'un seul coup, on vous voit plus comme une sorte d'émissaire, comme une sorte de liant dans la communauté que vous essayez d'unir en fait autour de la force civilisatrice d'Aratis. Donc ça, c'est stylé aussi. Il y a un monde où votre juge est plus une sorte de guerrier de la foi, littéralement. Un autre où il est plus une sorte de conseiller et tout, et c'est trop stylé. For the greater good. Quand vous persuadez quelqu'un d'agir en défense de sa communauté ou de la civilisation, vous gagnez un avantage. Hound of Haratis. Ça, c'est plus pour enquêter, vous voyez. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce qui est teinté par le chaos gratuitement? Et le MJ devra vous répondre. Et en fait, vous voyez aussi que, par exemple, ce qu'est le chaos, en réalité, ça n'est pas défini nécessairement dans le monde. C'est pas le chaos de Warhammer. Parce que depuis tout à l'heure, je fais des blagues sur Warhammer, mais ça n'est pas le cas. Donc en fait, il va falloir définir, sûrement dans les premières sessions, la session 0 suffira pas, vous pouvez pas tout creuser en session 0. Mais au fil du jeu, on va se reposer des questions un peu sur Aratis. Qu'est-ce que Aligos on t'aurait dit de faire dans cette situation, etc. Et c'est aussi le jeu de poser ces questions pour découvrir un petit peu le personnage. Dans les premières sessions, en prenant en fait le rôle de son personnage, le joueur va commencer à définir un petit peu ce qui relève du chaos pour lui, en fait. Et donc, on saura plus facilement répondre à la question « Qu'est-ce qui est teinté par le chaos ?» en se plongeant dans la subjectivité de ce juge. Like a dog with a bone. Quand vous attaquez quelque chose dont vous savez qu'il est teinté par le chaos, vous gagnez plus de dégâts. Donc on voit que le juge, en fait, il fait pas beaucoup de dégâts, sauf contre les trucs du chaos. Après, vous voyez, là, ça, on peut le retrouver dans la plupart des playbooks. Il y a un truc pour juste améliorer une stat, voilà. Mais c'est capé à plus 2. Donc vous pouvez pas devenir surpuissant partout, avec des plus 3, plus 4, ce qui casserait, en fait, le fait que les maths du jeu soient resserrées. Knowledge is power. Donc, quand vous faites un 10+ sur le move savoir des choses, vous et vos alliés gagnez un avantage au prochain jet pour agir sur ce que vous avez appris. Many hands make light work. Quand vous jetez pour aider un autre personnage qui vient de jeter les dés, dites-nous comment, demandez au joueur, au MJ, pardon, ce qui va être nécessaire pour pouvoir l'aider, quelles seront les conséquences. Si vous acceptez tout ça, alors vous augmentez le jet de votre allié de plus 1. Donc ça, c'est pas mal, c'est un truc pour venir en aide aux autres, mais a posteriori, alors que normalement, il faut le déclarer avant. Là, vous pouvez le faire après le jet. Mais vous vous exposez à des conséquences immédiates définies par le MJ. Bundle of Sticks Unbroken. Quand vous faites le move Struggle as One, donc Struggle as One, c'est un peu comme un jet de sauvegarde, mais pour tout le groupe. Vous et vos alliés, et un allié de votre choix, avez un avantage. Ok. Donc vraiment un truc pour aussi être un pivot du groupe, quoi. Vous êtes d'aider le groupe à fonctionner, la communauté. Donc on retrouve ce truc un peu de Stone Top. Le marteau et le livre. Quand vous frappez une créature de Supernatural Chaos, jetez plus sagesse sur un 10+, infligez vos dégâts et choisissez un parmi les options ci-dessous. Sur un 7-9, infligez vos dégâts et choisissez un, mais vous vous exposez aussi aux dégâts. Donc vous pouvez augmenter vos dégâts, ignorer l'armure de la cible, supprimer l'un de ses pouvoirs surnaturels, force it from its host. Ah, exorciser un truc, genre un fantôme qui est rentré dans un corps ou je sais pas quoi. Donc ouais, en lisant ce playbook, je pense, un des trucs qui va être quand même assez important, assez tôt, c'est de fixer ce qu'est le chaos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec l'interaction avec ce qui est du chaos, voire du chaos supernatural. Vous voyez, par exemple, ça s'applique pas si on attaque genre
simplement un cultiste. C'est si on attaque par exemple un cultiste possédé par un démon ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, on voit que on peut arriver à 3d6 de dégâts hein, sur un truc KO en combinant certains moves. Vérité, action ou vérité quoi. Truth or consequences. Quand vous regardez dans les yeux de quelqu'un et observez son âme, vous pouvez demander à son joueur « Est-ce que tu me mens ou tu me caches quelque chose ?» Et vous obtiendrez une réponse honnête. Si la réponse est oui, vous avez l'avantage sur votre prochain jet à l'encontre de cette personne. Quand vous mentez ou essayez de ruser quelqu'un, vous avez un désavantage sur votre prochain jet. Donc ça, c'est vraiment, si on choisit ça, ça, c'est fort sur le personnage. C'est vraiment, les gens n'arrivent plus à lui mentir, mais lui, il peut plus trop mentir. Ça me fait penser à des trucs que j'avais mis d'ailleurs dans les règles, les savoirs du Cendremonde. Binding Arbitration. Donc il faut avoir le truc du dessus. Quand vous êtes témoin de la promesse ou du serment fait par quelqu'un, vous pouvez par la suite demander à ce joueur s'ils ont s'ils ont tenu leur parole. Ils doivent répondre honnêtement. Le personnage n'a pas besoin d'être présent. S'ils ont rompu leur promesse, vous gagnez l'avantage sur tous les jets envers eux tant qu'ils n'auront pas admis leur faute et souffert des conséquences appropriées. C'est votre décision. Il est lourd hein, comme playbook. Vision and Cloud. Ça permet de péter des illusions, de la magie. En gros, ça c'est plus révélateur de vérité. Là, on avait un truc révélateur de chaos. Là, on voit que c'est des moves plus sur faire jaillir la vérité. Donc, vous voyez, c'est différents angles un petit peu de comment on voit notre juge. Quoi. Je vais pas tout lire, mais il y a quand même pas mal de choses, des trucs pour négocier et tout. Plutôt badass, ce juge. Maintenant, on va aller voir le Marshal. Donc, on a un joueur, Duncan, qui a pris le Marshal. Et donc, lui, il a pris... donc, le Marshal, c'est « Espérer la paix n'est pas suffisant. Les problèmes finissent toujours par arriver. C'est pour ça que le village a besoin de vous. Pour s'entraîner, pour garantir des patrouilles, pour être prêt si les choses devraient mal tourner. Vous devez être suffisamment froid pour pouvoir donner les ordres qui vont faire courir un risque de mort aux habitants de Stone Top. C'est le taf du Marshal. Êtes-vous prêts pour ça? Ils ont pris que des trucs de gros badass. Donc, mais on a voilà, des sortes de nuances. Vous pouvez être le Scion. Donc, le Scion, c'est vous avez grandi à Stone Top, vous descendez d'une longue lignée, donc ça ressemble un petit peu au juge. Certains des plus grands noms de Stone Top sont... Dans votre arbre généalogique, tout le monde dans le village considère votre autorité comme quelque chose d'acquis. Là, pour le coup, il a choisi Penitent, qui est plus ou moins l'inverse, en fait. C'est qu'il a dit, avant d'arriver à Stone Top, parce que lui, il a décidé de venir de bord du marais, donc il n'est pas originaire de Stone Top, vous faisiez partie d'une bande un peu de bandits, aux mains sales, etc. Il y a un côté Red Dead Redemption. Et finalement, vous avez décidé de vous poser, d'essayer d'être dans la rédemption, et de devenir les protecteurs de Stone Top. Donc lui, il a pris ce truc-là, et du coup, ça lui donne quoi comme move? Quand vous puisez dans votre passé sanglant pour avoir des connaissances, en gros, pour vous remémorer les trucs, essayer d'avoir des infos, une sorte de jet d'intelligence, quoi, et ben, vous pouvez utiliser force à la place d'intelligence, justement, si vous justifiez que les connaissances que vous cherchez à tirer sont dans vos mémoires de votre passé trouble, quoi. Et dans ce cas-là, le MJ vous demandera qui vous a causé du tort à l'époque et qui pourrait encore vous en vouloir pour l'événement de ce passé trouble. Et aussi, quand vous créez votre crew, donc votre bande, ils ont automatiquement le tag Warrior. Ok. Ensuite, bon, voilà, je vais pas repasser sur les instincts, autorité, responsabilité, honneur et tout et tout. Qu'on voit qu'ici, bah forcément, on a un peu des choix d'armes et tout. C'est un peu le guerrier du groupe, lui. Ça va se voir tout de suite ici, je pense. Voilà, il a autant de points de vie que le juge, donc le juge en fait doit être un des playbooks avec pas mal de points de vie, mais il fait un peu plus de dégâts. Et on retrouve, vous voyez, à certains moves qui sont communs. Par exemple, Armored, c'est commun au juge et au Marshal. Mais après, lui, c'est Arts of War. Donc par exemple, Arts of War, c'est vous prenez des moves du Fox, du Heavy, du juge. Vous voyez, il peut prendre des moves du juge. Du Ranger ou du Seeker, for which you otherwise qualify. Ok. Il commence avec un Crew. Donc on va le voir juste après, je pense. Il peut prendre un move pour améliorer sa troupe, lui donner plus de tags. Alors je crois que moi, il a pris Frontline Leader, qui fait que quand il mène sa troupe au combat, il peut prendre 2 de présence et dépenser de la présence à la place de la loyauté de son crew, ou comme pour un truc de défense. Ok. Donc en gros, ça c'est un move qui va lui permettre de donner des ordres, même des ordres que ses hommes pourraient refuser parce qu'ils veulent fuir, parce que je sais pas quoi, plus facilement durant les batailles. Logistics. Quand vous rassemblez les gens du village ou que vous les faites travailler tous ensemble ou que vous réquisitionnez des choses dans le village, vous avez un avantage. Donc ça montre
la position de Marshall qui n'est pas juste un guerrier qui a une bande d'hommes à son service, c'est quelqu'un qui a une autorité dans le village, qui entraîne les villageois, la milice et tout. Donc il a des avantages en gros pour non seulement réquisitionner des ressources du village, mais aussi pour les faire travailler ensemble, donc ça le lie vraiment bien au village, ça c'est assez cool. Read the land, donc vous observez le terrain, vous pouvez repérer des trucs pour préparer une embuscade ou quoi. Prepare a welcome, préparer un comité d'accueil. Donc ça c'est pour vous préparer avant une bataille. Head up strike, et ça c'est faire une manœuvre pour faciliter l'attaque d'un allié. Donc un petit côté tacticien de D&D 4ème édition là. Shake it off. Quand vous donnez l'ordre à un de vos alliés de surmonter la peur, la douleur, le doute, illusion, vous pouvez leur donner un avantage, en gros pour donner du courage un peu à ces hommes. Shield War! Have a crew, formation défensive pour sa troupe. Donc beaucoup de trucs pour manipuler, on va dire, sa troupe, le combat, c'est un peu logique. Hein. Sir, permission to die, sir. Ça c'est pas mal. Il y a un petit peu d'humour, c'est sympa. Quand un de vos suivants, donc un membre de votre troupe devrait, enfin pas forcément d'ailleurs de votre troupe, n'importe lequel de vos suivants, devrait mourir, vous pouvez dépenser un de leur loyauté pour les faire survivre. Par contre, si vous les laissez partir, vous gagnez de l'XP. Il y a aussi des trucs pour négocier quand même, vous voyez, take the measure, to size someone up as the player, one of the... Faire des discours, etc. Donc c'est plus qu'un combattant, plus même qu'un capitaine d'une troupe, vous voyez. C'est quelqu'un qui sait parler un peu aux foules et guider le village dans des grands travaux, etc. D'ailleurs, il est à noter que le move logistique, il l'a de base. Et logistique, c'est pas un move pour se battre, c'est vraiment un move de celui qui est capable d'avoir le leadership, genre quand faut mener des grands travaux, superviser des projets, etc. Dans les questions auxquelles il va devoir répondre, lui, il a des war stories. Donc ça donne des accroches à votre MJ parce que ça va faire qu'il va devoir raconter en gros des problèmes récents qui ont lieu sur lesquels le MJ va pouvoir construire pour créer des menaces. Typiquement, nous, le joueur a choisi Against Brennan and his Clothes. Donc en gros, il y a eu des échauffourées avec une sorte de gang qui vient de Bord du Marais, donc sa ville natale. Donc il est un peu comme poursuivi par son passé en quelque sorte, le Marshall. C'est vraiment Red Dead. Et donc il y aura peut-être des choses à gérer avec ça. Et après là, on l'a pas. Alors dans le livre, c'est pas présenté dans ce temps-là, mais le Marshall, vous voyez, il a aussi un insert, donc où il a son équipe, il doit la créer tout de suite. Le Marshall, il a une bande de 6 compagnons, qui sont des followers avec le tag groupe, donc ils peuvent agir tous ensemble, mais on va aussi petit à petit leur créer des individualités. Et donc il y a des tags, par exemple on va dire c'est un groupe de courageux et intimidants, ou bien d'archers discrets, ou bien de guerriers respectés, etc. Comme ça nous donne une idée un petit peu de qui est sa bande. Leur instinct, c'est ce qu'ils vont faire. Donc c'est des guidelines pour le MJ, parce que c'est le MJ qui va jouer les miliciens. C'est pas le PJ qui est le Marshal qui joue ces hommes. Lui, il va pouvoir leur donner des ordres avec des moves pour donner des ordres, genre qu'on trouve ici. Mais il va devoir en fait gérer leur loyauté, gérer leurs instincts, gérer leur équipement, etc. Par contre, c'est le MJ qui va de temps en temps prendre le contrôle d'un de ces hommes et le faire agir individuellement, notamment pour faire des hard moves. Par exemple, un homme essaie de le trahir, un homme remet en question ses ordres, un homme n'exécute pas bien ce qui lui a été demandé, etc. etc. Ça, c'est au MJ de le faire jouer. Mais c'est quand même le joueur, au moment où il crée sa bande, de choisir les instincts de ces hommes, ceux qui lui permettent de regagner de la loyauté, donc le coût. Est-ce qu'il a leur loyauté parce qu'il les paye? Est-ce que c'est parce qu'il y a une bonne entente? Est-ce que c'est une histoire d'honneur, etc., etc. Donc il choisit un petit peu aussi ce qu'il veut voir comme jeu à jouer avec sa bande, quoi. On va aller sur le dernier. Le dernier, c'est de nos joueurs, il a choisi le playbook du Seeker. Donc le Seeker, c'est regardez-nous, nous cachant derrière nos murs, avoir le mal au moindre signe. Des lâches, tous, sauf vous. Vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous plongez dedans, vous menez vos recherches, vous poursuivez ce qui a été perdu. Qu'allez-vous trouver, ô chercheurs? Des signes de lumière d'un nouvel âge ou des signes de notre fin à tout? Je sais que moi, mon joueur, il a choisi l'antiquaire. C'est-à-dire que son personnage, le background, c'est le passé cache de nombreux secrets et vous êtes déterminé à les déterrer. Des années d'études à travers la lande vous ont conduit jusqu'ici et vous êtes convaincu que cette ville détient les clés des plus grandes découvertes. Qu'est-ce que vous espérez trouver? Qu'est-ce qui vous retient à Stone Top? Dans tous les cas, vos voyages et vos études vous donnent le move polyglotte et vous êtes bien renseigné sur les façonneurs et leurs arts.
Donc ça, c'est des trucs qu'on va marquer direct dans nos moves. Et puis, quel que soit le background qu'on a choisi pour le playbook du Seeker, on gagne tout de suite des Arcanum, donc qui sont ces sortes d'artefacts magiques. Donc là, le mien de joueur, il a choisi la Mind Gem. Donc la Mind Gem, la pierre spirituelle, quoi. Donc on ira voir un peu après ce que c'est. D'ailleurs, si jamais le joueur, il veut pas être spoil, enfin j'en sais rien, à ce stade de la vidéo, il devrait plus trop regarder parce qu'on va aller regarder dans les détails ce que fait la Mind Gem. Même s'il a déjà des indices dessus, il avait voulu que je lui cache une partie, donc si tu m'écoutes, va-t'en. Alors qu'est-ce qu'il a comme move et tout? Bon, déjà dans ses équipements, il a des trucs un peu particuliers. Il a des sortes de trucs de parapharmacie bizarres. Il peut avoir un laboratoire. D6 de dégâts, il a moins de HP que les autres, donc c'est vraiment plus un intellectuel, si je puis dire. Et donc, il va avoir des trucs pour la connaissance, notamment sur détecter la magie, en gros, avec Attuned, Conduit of Power. Quand vous devriez marquer les conséquences d'une arcane majeure, vous pouvez marquer une coche ici, sans effet négatif. Ces coches ne se vident jamais. Ok, donc ça veut dire que s'il utilise, en gros, des arcanes majeures qui peuvent avoir des conséquences terribles, genre l'anneau unique, enfin des sortes de trucs sombres et corrompus, lui, il peut temporiser le danger de ces arcanes majeures grâce à ce move, pour les utiliser plus longtemps sans courir le risque qu'elle s'empare de lui ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est assez cool. Il a une sorte de truc de contre-sort. Comment je peux contrer cette magie, etc. Le MJ doit lui donner une réponse honnête. Everything bleeds. Quand vous exploitez la faiblesse d'une créature surnaturelle, vous faites plus de dégâts. Du coup, il faut connaître cette vulnérabilité. Everything burns. Quand vous inspectez a work of artifice or magic for a fatal flow. Ok, c'est un truc pour saboter, détruire des mécanismes. Donc voilà, il a plein de trucs, en gros, d'érudits, d'ingénieurs, de magiciens. Il peut aussi s'initier au secret d'autres dieux, par exemple. On voit ici qu'il peut avoir la Sacred Pouch, donc la besace sacrée du béni, donc pour apprendre les pouvoirs druidiques d'un autre playbook. Il a des pouvoirs de persuasion lorsqu'il fait des deals autour de la connaissance, etc. Donc son truc, c'est vraiment la connaissance. Et aussi les petits gadgets, parce que par exemple ici, il a Magpie. Ça, c'est une Magpie, c'est une pie, je crois, une voleuse, quoi. Et donc, il peut plus facilement sortir des objets spécifiques et étranges que, comme par hasard, il a sur lui parce qu'il est cette sorte d'étrange intellectuel. Ok, des trucs de connaissance. Il donne des bonus aussi à ses alliés, potentiellement, s'il leur donne des conseils. Donc, il peut avoir un peu ce rôle de précepteur, de mentor. Il peut inventer des sorts. Ok, donc c'est un peu pour créer des rituels, quoi. Résister à la magie, tout ça, tout ça. Alors, un truc qui est intéressant avec le Seeker, c'est qu'il commence tout de suite avec une arcade majeure. Qu'il a commencé donc il a commencé à découvrir les secrets, mais c'est pas fini. Et 3 arcades mineures, donc il y en a une qu'il a complètement débloquée. Il y en a une dont il dispose, mais il n'a pas encore commencé à la débloquer, mais il connaît les conditions pour la débloquer. Et il y en a une, il ne sait pas où elle est. Et donc en fait, ça lui crée plein de quêtes à l'avance. Donc je pense que le chercheur fait partie des playbooks qui donnent le plus, entre guillemets, immédiatement des accroches proactive pour le joueur. Là, vous voyez par exemple un Marshall, j'imagine qu'il va plutôt son playbook, enfin tout dépend de comment on a répondu aux questions, etc. en session 0. Mais nous, par exemple, notre Marshall, a priori, il va plutôt rester à Stone Top, attendre qu'il y ait une menace qui apparaisse pour commencer à s'exprimer un peu plus. Tandis que le Seeker, dès le début, il a des recherches à mener sur ces objets magiques. Et donc, même si Stone Top traverse une période de paix, il va probablement pousser le groupe à l'action pour pouvoir rassembler les savoirs et les machins dont il a besoin pour débloquer en fait ces objets magiques. Donc on va aller voir les objets magiques qu'il a. Donc là, il a la Mind Gem. Donc la Mind Gem, c'est un bout de verre des façonneurs de la taille d'une tête humaine. Donc c'est un gros bout, vous voyez, il charge 2, donc s'il l'emmène avec lui, ça prend quand même pas mal de place. Et si on l'inspecte, ça révèle des facettes à l'intérieur d'autres facettes, à l'intérieur d'autres facettes. Donc une sorte de kaléidoscope. Et quand vous touchez ce verre avec vos mains nues et que vous ouvrez votre esprit à celle-ci, vous contactez une intelligence qui se trouve à l'intérieur, perdue, confuse, cherchant une accroche, une connexion. Elle discutera volontiers avec vous, d'esprit à esprit. Elle sait beaucoup de choses sur le passé, mais a des lacunes sur sa propre histoire et son propre but. En tout cas, pour le moment. Vous consultez la gemme des esprits et lui posez des questions à propos des Makers, leurs arts et leur histoire. Posez-lui une question. Sur un 7+, elle répond. Mais sur un 10+, choisissez un.
Tandis que sur un 7-9, choisissez 2. Dans tous les cas, sur un 7+, ça me répond, mais plus ou moins bien en fonction de mon résultat. La réponse peut être cryptique, vague, manquer de contexte. La réponse peut prendre du temps, des heures, voire des jours. Ou la réponse peut être is left reeling. Qu'est-ce que ça veut dire? Your mind is left reeling. Ok, votre esprit reste ébranlé, perturbé par ce que vous avez appris. Très bien. Sur un 6 mois, choisissez 1. Vous avez perdu votre temps avec des histoires qui servent à rien. Il vous répond, ou alors il vous répond, mais refusera de répondre à d'autres questions plus tard. Ou alors son corps. Ah non. Ou alors il vous répond, mais refusera de vous parler à nouveau tant que vous n'aurez pas progressé dans la restauration de son corps. Parce que oui, en fait, la Mind Gem semble être, entre guillemets, le cerveau d'une sorte de construct. Et donc le joueur, en fait, il a toute une quête pour reconstruire le construct, genre trouver un châssis en granit blanc qui fait à peu près 1 tonne. Donc que des trucs compliqués, quoi. Donc il va devoir enquêter, trouver des artefacts, poser des questions à des PNJ, je sais pas, genre on va créer l'histoire de cette recherche de tous les éléments pour reconstruire le construct. Et quand il aura construit le construct, voilà ce qu'il va découvrir. Là, c'est le moment spoiler un peu pour le joueur sur les détails. Potentiellement, je prends mes précautions. Ça me fait rire de faire ça. Donc s'il débloque le truc, en fait, il va réveiller le puissant servant. Un construct large de fabrication des façonneurs, beau, lent, fort, exceptionnel, avec 24 points de vie, 4 d'armure, des gros points qui font mal. Donc déjà, c'est un serviteur qui fait mal. De la pierre vivante, infatigable, qui émerveille les gens. Ah non, je dis n'importe quoi, ça c'est son coup. Donc au début, c'est une sorte de créature, une sorte de gros golem, mais il est naïf. Donc on est dans ce trope un peu, je sais pas, du géant de fer, enfin genre de la nouvelle intelligence, mais qui est comme un enfant dans le monde. Et donc, pour garder sa loyauté, il faut lui montrer des choses excitantes, de la joie, lui faire découvrir des trucs, l'émerveiller, comme un enfant. Si on lui donne pas ça, il finit par se détourner de nous et agir tout seul. Son instinct de base, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est très drôle. Et ce qu'il va faire, c'est faire des exploits de force et continuer quoi qu'il en coûte. Il est implacable. Il peut y avoir des conséquences. Au fil du temps, avec de la relation avec ce truc que va peut-être réveiller le joueur pendant la campagne, eh bien, cette créature pourrait devenir frustrée, agitée, commencer à être obsessive autour de certains sujets, ou bien elle pourrait comprendre, par exemple, que les gens sont capables de mentir et commencer à mentir elle-même. Ou bien pourrait dépenser une forme de fierté, de conscience d'elle-même, d'être orgueilleuse. Ou bien, etc., etc. En fait, elle va se construire une personnalité, puis petit à petit, elle va peut-être même aussi découvrir sa fonction initiale, et d'un seul coup devenir hyper focus sur un truc super précis qui échappe peut-être au PJ. Genre détruire une autre créature, une faction qui a peut-être même disparu en partie, donc il va aller s'enfoncer dans les ténèbres et tout, et donc en fait, c'est incroyable. Franchement, ça, c'est pépite. La manière dont c'est rédigé, il y a toute la progression intéressante et tout. C'est trop bien. Puis après, il a 3 autres petits objets, vous voyez. Par exemple, mon joueur, il a un manteau. Donc ça, c'est celui dont les conditions sont déjà remplies. Donc, c'est une feuille d'un chêne géant, une feuille en or, et il en a fait un manteau. Donc, au début, comme il a choisi que celui-là, il l'avait fini, on considère qu'il a déjà compris les secrets de la fabrication, qu'il a appris auprès d'une fée ou d'un esprit de la forêt. Il a tanné la feuille, il l'a cousu avec de la crotte de corbeau, du cerveau d'ours des cavernes, son propre sang, etc. Genre une sorte de pâte dégueulasse, là. Il l'a fait tailler par un tailleur exceptionnel pour que ce soit pile sur mesure. Et du coup, maintenant, il a une sorte de cape en or brillante qui le rend immunisé aux effets qui chercheraient à l'aspirer sa force vitale. Il est immunisé aussi aux effets qui pourraient essayer de contrôler ses émotions ou atténuer ses émotions. Et il est en permanence entouré par une sorte de rayonnement doré, ce qui le rend quasiment impossible à cacher tant qu'il porte ce manteau. Donc il a déjà cet artefact-là, et ça raconte déjà une histoire un peu sur des trucs qu'il a fait. Donc ça, je pourrais par exemple aller taper dedans si j'ai besoin d'une accroche, genre dire qu'en fait il a un ami fée ou un ami esprit de la nature, je sais pas quoi. Et aussi il y a un effet spécial, c'est quand il meurt et est enterré dans la terre, enveloppé dans son manteau d'or, alors il revient à la vie, comme s'il avait été enterré dans les racines de l'arbre du chêne d'or. Par contre, son manteau tombe en poussière et pourrit à ce moment-là. Donc il a une sorte de truc pour le ressusciter, quoi. Et il a, voilà, d'autres arcanes, une dont il sait ce qu'il doit faire, enfin il l'a et il sait ce qu'il doit faire. Il doit apprendre en allant rencontrer les Ustrina, qui sont une sorte de faction du monde.
leur demander les enseignements pour apprendre à maîtriser la langue sublime, les mots sublimes des seigneurs de la forge d'antan. Il doit aussi devenir compétent dans la poterie, la couture, une sorte d'artisanat. Et à partir de ce moment-là, il pourra créer des œuvres tout simplement magnifiques et un peu éternelles en utilisant une sorte de chant ancien pour créer des artefacts incroyables. Donc c'est plein de saveurs, quoi, tous ces petits trucs. Et il y a un dernier truc, il sait qu'il existe une flûte, donc si on apprend à bien maîtriser sa mélodie, etc., elle permet de appeler un esprit du vent. Mais ça, il ne sait pas où elle est, c'est juste qu'elle existe. Et ça, c'est une carte pour moi. Si à un moment donné, j'ai envie d'une accroche, dire qu'il y a quelqu'un qui a localisé la flûte ou je sais pas quoi. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on trouve dans les playbooks de PBTA et plus précisément ici dans ceux de Stone Top. Donc c'est des sortes d'accroches. En particulier là pour Stone Top, je trouve que c'est vraiment très inspirant, très bien fait parce que la proposition est quand même un peu plus précise, mais en même temps il y a énormément de liberté. Vous voyez, ça, je trouve qu'il y a vraiment le bon équilibre, quoi. Moi, franchement, je trouve ça très très bien écrit les trois qu'on a vus là. En termes de, le joueur peut raconter vraiment quelque chose de son personnage, mais en même temps il s'enfonce un peu dans les tropes. Alors je connais pas hyper bien tous les Powered by the Apocalypse et tout, il y en a des tonnes, hein. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, un playbook à chaque fois, c'est un peu à ça que ça va servir, c'est à la fois vous donner vos moves et à la fois essayer de vous inclure dans son setting, dans sa proposition, en répondant des questions ensemble pour déjà tisser une sorte de canevas de relations, d'enjeux, etc. dès le début pour qu'à la première session, quand on se lance, on ait matière à jouer et à commencer à créer l'histoire. Ça vous accompagne un petit peu là-dedans. Dans d'autres jeux, les questions pourraient être différentes, etc. Ces playbooks ne sont pas des représentations forcément typiques, mais ça vous donne quand même une idée de quoi vous pouvez vous attendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Merci de m'avoir écouté. Je verrai si je vous donne des nouvelles de Stone Top prochainement. Bisous. Bisous.